physics. As was mentioned, and I understood a little bit of that French, this is a Category 1 institute of UNESCO, and its primary purpose is to foster advanced studies and research in the physical and mathematical sciences, as we concentrate on those, particularly in support of excellence in developing countries. So that's been, for over 50 years, that's been our primary mission. I guess a second focus for ICDP, and really something that's been at the core of our mission all along, has been to reduce the scientific isolation for scientists in developing countries. And that's because science is such an international endeavor, it actually moves independently, right? It moves on its own. There's no one national kind of science, it's just one science. And you need to understand where the forefront is, where the moving front is. And for that, you need to be able to get the literature, you need to meet people, you talk to people, interact with them, collaborate with them. And so that especially 50 years ago, with the cost of transportation, was very difficult. And so ICDP was developed with that in mind, reducing that isolation to make sure that scientists can remain in their own home countries, support the development of science and technology in their home countries, yet still remain at the forefront. So that's been our purpose. So I'm going to talk about a number of individual programs. Each one of these has some system for application, evaluation, and selection. And if there are students involved or professors, it's sometimes interesting. You could ask me about that. I'd be happy to inform you, educate you exactly on how we go about them, because that's it's very important to understand. All right, so here's a brief outline of our history. So it's it started back in 1960. So Abdus Salam was a professor of physics. He got his degree, both his undergraduate degree and his PhD at Cambridge University. And he went back to Pakistan, but he found it very difficult to work in physics in Pakistan at that time. It would have been in the 1950s, early 50s. And really, he had to make a choice. He was going to stay there or and give up physics or leave. And so he actually chose to leave. He came back to England. He got a position at Imperial College in those days. But he still had this dream of trying to make sure that other scientists around the world did not have the same kind of difficulties that he had. And so the idea came for the creation of a center, of an international center for theoretical physics. At the time, this was 1960, and he gathered a lot of friends together in Trieste. And at that time, he was part of the formal delegation, permanent delegation to the Atomic Energy Agency in Vienna. And that seemed like the right way, to the right venue to push this idea. So he brought it to the attention of the Fourth General Conference. The Fourth General Conference refused to grant this idea of this international center. But like all of us who've proposed something, often it fails the first time. So you just come back, you change it, you make it better. You learn from whatever didn't work. And he came back in 1962 and tried again, and this time it was approved. So it became an IAEA center, and it opened its doors in 1964 in Trieste. Now UNESCO was always involved, but only helping to support some activities. And I'll get a little bit later where that changed. But ICDP, the first activity, just interesting, was really east to west. It was US and Soviet scientists with developing country scientists thrown in there, but it was really looking east to west. And later on, it started looking north, and from north to south, and vice versa. All right. So 1979, Abdus Salam won the Nobel Prize. So that was actually, many people thought he actually had the Nobel Prize when he
down to the center, but that was not true. It was actually many years later. And in the mid-1990s, ICDP became a Category 1 institute of UNESCO, and IAEA now plays the role of having some support for activities. So ICDP as an institution is governed by, it is a formally UNESCO Institute of Category 1, but it's governed also by the IAEA and the government of Italy. So Italy puts in most of the funding. All right, so that's where we are. Just to give you an idea, well, the idea is really to, again, the problem of scientific isolation. Somebody. Can you hear Yep. me? I'm sorry, I think Yep. your screen is not moving. I'm sorry. Sorry, what happened? The screen is not moving. Actually, you're on the first page of your presentation. Ah, Yes. that's interesting. You're still on the first page, right? Maybe you can put it in the slides mode. Okay, let me, now what do you see something now? Yes. It's different than, Exactly. now you see something that's different? Now it's different, yes, but it's still not in the slides mode. Maybe you can just put it in the slides mode, and then we can see full screen the slides. Yeah, well, okay. So setup shows, well, actually, why don't I just not do that? I thought I did this. Start. Okay. Yeah, that's right. Oh, okay, good. Well, maybe I have to do this for everyone. I hope not. But if I do, I will. All right, so sorry about that. So you, oh well, I'll keep going. So we have around 165,000 visits since 1970, and that's from about 190 different countries. That's basically all the countries in the world. And there's a map at the bottom that I think you can see here, and this shows where people are coming from, scientists. And they're coming from all over the world, so that may surprise you. But again, the idea was not to isolate people from developing countries, but to bring everybody together so they can all learn and exchange information amongst themselves. So you see they're coming from everywhere, but the bias in terms of person months is highly skewed towards developing country scientists. So they spend longer times. Do you see this change in screen? Oops. Okay, so some of the things we do, actually, we have conferences, international conferences, and these vary from schools to high-level advanced workshops. But the idea is it's just to provide training in terms of schools and knowledge sharing for workshops. But we organize about 60 of these conferences each year, and these bring about 5,000 scientists to ICTP. And that's our a picture of our main lecture hall. So one of the important things is when visitors come to ICTP, they find in a sort of a rich environment, research environment, and that's very important to our training, is that it occurs in the context of research. So these are the areas of research, as you can see. Started out with high energy, but we've added condensed matter, mathematics, applied physics, earth system physics, and life sciences. But we also have small groups in alternative energy and high performance computing. So that's sort of the research side. But we also do education. And so this really what the important thing is that we help with postgraduate training, because that's really essential for creation of scientific communities. Although ICP does not itself grant accredited degrees. So what we do is we work with our partners in the Trieste area, and that would be the University of Trieste and CISA, which is an advanced school, more or less like Princeton in the US.
And so you can see there's various doctoral degrees and master's degrees that we offer in partnership with these other organizations. So the degrees actually come from them, but ICDP participates in the lecturing and supervising students. So one of the important things Professor, from the you- very beginning. Oh, sorry, you don't see it, do you? again, I'm sorry to interrupt you again, but we still don't, okay. Okay, I'm just going to stay with this. I'll forget about the slide show because I think this, at least this works. Okay, so you see this right now, the resources. Okay, so one of the important resources is the library. And again, at the very beginning, a real problem for scientists in developing countries, especially back then before the internet, was having access to journals. In other words, to find out what was really happening that year or even that month. And that was very difficult. Having access to books, having access to a number of things. So our library is actually one of the largest ones in Europe in terms of scientific libraries. And so this is really from the very beginning, scientists have come, they've downloaded, now they download as much as they can, they take it away on a USB key. But in the early days, we had a shipping allowance and people would just would really print off as much as they could possibly print. We would send it to their home so they didn't have to pack it. So that's a very important part of being a scientist, is to being able to access the literature and including the most up-to-date literature. So that's still the case. And that's probably the first place people go when they arrive. The other thing we have as a resource is a high-performance computing cluster, including one of the second largest computing cluster in Italy. And so this is important for things like climate modeling, and the modeling that occurs in condensed matter physics, et cetera. So there's a lot of, and fluid dynamics, et cetera. So there's lots of areas where you really need high performance computing. It's even a master's degree program now. So these are two resources, and these are available to scientists from developing countries. All right. So other possibilities, we have a diploma program. This is really for, you see this? Sorry, I'm going to stop now and just ask. Did you see the change? I guess that's yes. Tell me if you didn't. Okay, good. Thank you. I won't ask again. All right, so the diploma program is really for those students who, it's more or less like a master's. It's not an accredited degree, so but it means something because we've been doing it for a long time, and most institutions around the world will recognize this diploma. So it's really a preparation for the PhD. It takes scientists from the least developed countries, so it's not just all the developing countries, but the least developed ones, and they spend 12 months here in a really highly intense program in a particular area, one of the principal research areas of ICDP. By the time they get out, they've really been revved up, accelerated, and so they can go off to any place, Cambridge, Princeton, Stanford, you name it. And that's what a lot of them have done. So since 1991, we've graduated about 1,000 students from developing countries who've all spent 1 year here, and about 75% of them have gone on to obtain the doctorate or are actually now working on it. So it's a pretty good success story for ICDP. The other one is a STEP program. Put it in French because it's actually sandwich, but that doesn't translate very well. So it's all en alternance. So it means you're alternating between advisors. So this is a program where a student has an advisor in a developing country, home country. So they get the degree there, but they come to ICDP 4 months a year for 3 years, and they get a second advisor, but they get to go to the library, they download, they do the literature search at the beginning, they do the literature search at the end to back up their thesis, and everything in between. And use whatever equipment might be here. So
that's an example is Fatou from Senegal, who studied cancer cells using optical tweezers, which is something that Professor Zouet is very well aware of. All right, so anyway, that's another program. We have other programs, and these are some of the original programs, and they're really designed as career development tools, ways of also creating and enhancing international collaborations. So the first one is the Associates Program. That just keeps the scientists coming, it really applies to scientists at all stages, from junior all the way till the senior years. But it keeps them at the forefront of science. They come here, they spend a month and a half or 2 months a year for 6 years. And so they do their research here. So they add to the research environment at ICBP, and they also have access to all the people that are here, the scientists and the scientists that also visit. So it's important to keep these people involved. Real program, on the other hand, the next one down, is training and research in Italian laboratories. That's what we do for experimentalists. We are a theoretical center, but even Abdus Salam in the early days understood he needed to, he actually thought that was a mistake to name it that. And so we've always had programs for experiment, people who do experiments, and this is one of them. And this very helpful program in terms of establishing connections. And finally, we have one of the partners I didn't mention in terms of degrees is the synchrotron in Trieste, called LETRA. We have many programs, and this is helping us help the synchrotron in the Middle East, the SESAME program. So many of those scientists come to Trieste through ICBP and research opportunities. So now I'd just like to switch gears and briefly talk about the Third World. So what used to be the Third World Academy of Sciences now is the World Academy of Sciences. And so they actually have research fellowships. Now these complement what ICBP does. And it's a very important distinction because what PLOS offers, and also in biology and chemistry as well as mathematics and physics, are grants for equipment. So young scientists can set up a laboratory, which is something ICBP itself does not do generally. So this really complements what we do, and for many years I've been in very close contact. I'm only 2 doors down from the director of PLOS, so we talk all the time about how we do programs. And I'm actually the chair of the physics program for PLOS, grants program. So this has been successful. Professor Zouet, if I want to embarrass him again, is one of the recipients of a grant from PLOS. And that's, in fact, it was that experience, that was my first year in the committee, and that led me to start giving talks around the world on how to write grant proposals, because Jeremy's was very good, but that was not the case for everybody. So this is just something I thought I'd throw in here, especially if there are people that are wishing to write proposals. These are the kind of things we expect generally. And these are true almost anywhere you write a proposal, so it's not really specific to PLOS. But really, since a lot of proposals are looked at by committees, it's impossible, almost impossible to have all specialists sitting on a committee. That's a committee which is too big. So you need to write the introduction to not specialists. This is probably the biggest mistake I see. Figures have to be, obviously, they just have to be readable, especially because it's usually old people that read review the thesis and or the proposals, and they have these things, classes. So you have to take pity on us. The other thing is some kind of indication somewhere very early on exactly what it is you're proposing. And I put an example here. It's just one sentence that makes all the difference. And people that really are very successful at writing proposals know this very well. So anyway, in other words, the rest of it is obvious, good quality. But the last one, paying attention to the budget, is extremely important because the budget is, so it has to be
justified in some way. All right. So external to Trieste, we have affiliated centers around the world. We have partner institutes now. These are, two of them are Category 2 UNESCO centers. The other two are becoming Category 2, maybe one is already. There are 4 in Brazil, Mexico, Rwanda, and China. And then we have various centers. So there's a lot of activity. We contribute to about 90 scientific activities, workshops around the world, or not. Finally, I'm just going to wrap it up here. So these are the Sustainable Development Goals. I think you'll see them again. But these are the UN Sustainable Development Goals. So this is really to alleviate poverty and improve quality of life. These are 17 goals which really all need to be working on. And what I'd like to point out here is that innovation, which might be based on scientific inventions for people in this audience, can play a very important role in addressing these sustainable development goals. I'll just give you an example. Slow it up. This is from the optics field, so Professor Zoué, sorry, will appreciate this. So hunger, for instance, there's a number of applications. Remote sensing and imaging, so that's looking at crop health, water content in soil, spectroscopy, if you can measure oxygen in packaged food products in the store, you don't necessarily have to pull them, etc. And we actually had a college on applications of optics. All right, and this is all courtesy of the Society of Optics and Photonics. So with that, thank you very much for your attention. If you want more details at www.icdp.it, and really any questions you might have about programs or about how we evaluate students and scientists for those programs, I'll be happy to answer when we have questions. Thank you. Now I'll stop sharing. Thank you very much, Professor Nyamela. I think we will leave the floor to Dr. Anna Persik or Professor Zoué if you want to add something. Thank you, Ms. Touré. I would like to thank Professor Nyamela on behalf of both the General Secretary and the council members, council committee for Professor Nyamela's presentation. Thank you so much. I just want to add that ICTP and the TWAS have been, let's say, kind of booster for my research activities and a number of Africans. And I would like to thank ICTP and TWAS for what they are doing for research in developing countries, but not only. He has talked about all the opportunities that we can have through ICTP program and TWAS. And maybe I will save some few words in French because maybe some of the participants are not very comfortable with English, and especially with Professor Nyamela American accent, it's not always very easy. Donc le Centre international de physique théorique, alors, ils ont gardé le nom physique théorique parce qu'au départ, l'initiateur, le professeur Salam, était un théoricien, mais c'est un centre qui a accueilli, en plus des chercheurs de l'Europe de l'Est, plusieurs chercheurs africains, et pas les moindres. Je peux citer parmi les illustres bénéficiaires des activités de ce centre, le professeur Saliou Touré, qui était l'un de nos dévanciers dans ce centre. Donc, c'est un centre qui accorde des subventions de recherche, qui
accorde la possibilité d'avoir des mobilités, qui accorde des espaces de travail. Donc, ils ont des laboratoires affiliés dans différents domaines de la science, partant des mathématiques, de la physique, des réseaux, etc., etc. Donc, c'est vraiment très transversal. Et l'autre centre associé dont il a parlé, c'est l'Académie le World Academy of Science, qui, lui, octroie des financements pour la recherche, pour acheter des équipements de recherche. Et donc, j'ai mis en ligne les différents sites. Vous pourrez avoir des informations sur ces centres-là. Encore merci à professeur Nyemela pour sa disponibilité et pour tout ce que ce centre fait pour renforcer les capacités de la recherche en Afrique de façon particulière. Merci, Ms. Touré. Tout à l'heure, nous pourrons revenir sur quelques-unes des questions qui ont été posées. On va peut-être passer la parole à Dr. Perchik, Anna. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vais aussi partager mon écran. Voilà, j'espère que vous pouvez voir l'écran et la présentation. Oui? Oui, tout à Très fait. bien. Oui. Très bien. Donc je vais brièvement vous raconter un petit peu ce qu'on fait à l'UNESCO en ce qui concerne la science ouverte. Je ne vais pas dans ma présentation trop me focaliser sur des initiatives particulières qu'on a à l'UNESCO pour promouvoir la science ouverte. Et s'il y a l'intérêt, on pourrait faire peut-être un autre séminaire vraiment sur ça, sur les différentes applications qu'on a, sur les différents programmes et initiatives qu'on a à l'UNESCO pour promouvoir la science ouverte. Cette fois-ci, je voulais vraiment vous donner un peu une idée de ce qu'on fait à l'UNESCO au niveau de essayer de trouver un consensus global sur ce qui est la science ouverte et comment ça devrait se faire au niveau mondial pour s'assurer que tout le monde bénéficie de cette science ouverte et que les pays développés et les pays en voie de développement peuvent bénéficier de la même manière. Donc, en fait, on avait vu que, et professeur Nyemela a parlé aussi des objectifs de développement durable, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on a vraiment beaucoup de défis globaux à relever ensemble et les objectifs de développement durable en particulier ont vraiment besoin d'une communauté scientifique qui est très efficace, qui est très transparente, qui est dynamique et qui est beaucoup plus inclusive de ce qu'on a pour l'instant. On a vraiment besoin d'un partage de données scientifiques et des savoirs scientifiques qui est beaucoup plus agile et où on prend en compte toutes les disciplines et tous les scientifiques de tous les coins du monde, y compris aussi la société civile qui peut aussi se rajouter à construire les savoirs et aussi à servir en tant qu'acteur de la science. Donc, on voudrait vraiment ouvrir la science pour les scientifiques et aussi ouvrir la science à la société. Donc, en fait, ce qui est la science ouverte, c'est vraiment un mouvement qu'on a vu naître un peu partout dans le monde qui cherche à avoir les données, les informations, les résultats scientifiques de plus largement accessibles et exploités de manière plus fiable avec l'engagement de toutes les parties prenantes. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de publications scientifiques, mais il y en a beaucoup, en fait, qui ne sont pas accessibles parce qu'il faut payer et parce qu'il y a une grande majorité des scientifiques, particulièrement provenant des pays moins développés, qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces publications ou à ces données qui sont payantes, en fait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on a besoin d'une science qui est plus ouverte, comme je disais, soit aux scientifiques, mais aussi à la population de manière plus générale.
En plus, on voit que ce type de pratique scientifique, c'est-à-dire où on essaie d'avoir de plus en plus d'informations en accès libre sur Internet, cette pratique-là aussi, bien sûr, peut nous aider à réduire l'écart qui existe dans la science, technologie et innovation entre les différents pays et à l'intérieur des pays aussi. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'on peut voir que la science ouverte pourrait en fait accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc, quand on parle de la science ouverte, on parle bien sûr, comme je disais, d'accès ouvert à tout ce qui est les résultats de la science, mais aussi par rapport à toutes les autres parties, toutes les autres phases de la production scientifique, on peut avoir cette ouverture avec les pratiques qui sont beaucoup plus ouvertes, où il y a beaucoup plus de collaboration entre les scientifiques et aussi entre les scientifiques et la société plus en large. En particulier, quelque chose qui est très important, en particulier en Afrique, et ça on avait vu à travers nos différentes consultations qu'on avait avec les différentes parties prenantes, c'est qu'en fait, il y a aussi toute une partie des savoirs, qui sont les savoirs locaux ou savoirs indigènes, dont il faut aussi tenir compte quand on essaie de trouver des solutions à certaines problématiques qu'on peut avoir au niveau local et au niveau local. Donc, ce dialogue aussi avec les systèmes de connaissances autochtones et indigènes, c'est aussi quelque chose que la science ouverte comme concept voudrait promouvoir aussi. Alors, comme je disais, il y a de plus en plus d'initiatives, des politiques à un niveau différent par rapport à la science ouverte. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, au niveau international, il n'y a pas vraiment un cadre pour la science ouverte qui est explicite sur ce qui est la science ouverte, quels sont les bénéfices, quels sont les possibles challenges de la science ouverte et quelles sont les actions que les gouvernements devraient prendre pour s'assurer que la science ouverte vraiment est là pour servir tous les acteurs et tous les scientifiques partout dans le monde. C'est pour ça, en fait, que la conférence générale de l'UNESCO, et donc, en fait, ça, c'est la conférence générale, elle réunit tous les États membres de l'UNESCO, 193 États membres. Et à la dernière conférence générale, les États membres nous ont, en fait, demandé d'élaborer un instrument normatif international sur la science ouverte, sous la forme d'une recommandation de l'UNESCO. Donc, la recommandation de l'UNESCO, c'est vraiment un instrument normatif. Il aide aux pays à développer leurs propres instruments nationaux après, qui sont en ligne avec les provisions qui se trouvent dans cet instrument normatif international. Donc, depuis novembre 2019, ce qu'on a fait à l'UNESCO, c'est vraiment de mener une consultation très, très large avec tous les possibles acteurs, avec tous les différents pays, avec les chercheurs, mais aussi d'autres acteurs, avec les pays membres, avec les gouvernements, les décideurs, les jeunes scientifiques, les citoyens qui sont aussi impliqués dans toutes ces pratiques de sciences citoyennes. On a parlé beaucoup avec les unions et organisations scientifiques, les bibliothèques, les autres organisations des systèmes des Nations Unies. On a fait une consultation aussi avec les peuples autochtones et on a mené cette grande consultation globale qui a été faite en ligne et en plus des consultations régionales pour toutes les différentes régions du monde pour comprendre un peu quelle est l'idée et quel est le niveau de compréhension dans ces différentes régions de la science ouverte. On avait en fait deux réunions, deux consultations en Afrique en décembre 2019 et tous les 2 fois on l'a fait en collaboration avec l'Union africaine et on l'avait fait aussi en décembre 2020. Et c'était très intéressant en fait de voir que la communauté de la science ouverte, elle existe
très très bien en Afrique. Il y a de plus en plus encore des initiatives, très souvent aussi menées par les jeunes chercheurs ou les jeunes innovateurs, qui sont très prenants à ces pratiques d'ouverture et de trouver le moyen de travailler ensemble, de partager et de construire ensemble, aussi dans cet esprit d'innovation que professeur Nyamela avait aussi évoqué dans sa présentation. Donc, à partir de toutes ces consultations qu'on a menées pendant un an entier, on a réussi à avoir un premier projet de cette recommandation. Et on a aussi un comité consultatif qui nous a aussi aidé à mettre en place, à développer ce premier projet de la recommandation. Et d'ailleurs, il y a un représentant de la Côte d'Ivoire qui est là et on avait pas mal de contributions de la Côte d'Ivoire aussi dans ces consultations qu'on a fait. Et on a d'ailleurs eu aussi pas mal de contributions de la part des membres de ICTP parce qu'on a vraiment lancé l'appel aussi à tous les gens qui ont contribué et qui font partie de la famille de ICTP aussi. Donc, au mois de septembre cette année, on a envoyé à tous les États membres ce premier projet de la recommandation où on a vraiment essayé à partir de ces différentes contributions, qui venaient de toutes les parties du monde et aussi de toutes les disciplines scientifiques, on a essayé de construire une définition commune, des valeurs et des principes, et aussi des actions que les États membres doivent mener pour mettre en place la science ouverte d'une façon juste et équitable. Donc, au mois de septembre, on a envoyé ce premier projet à tous les gouvernements, à tous nos États membres. Et on a maintenant reçu leurs commentaires et on est en train de faire un deuxième projet qui va aller aussi vers les États membres à la fin du mois de mars. Ils vont ensuite négocier entre les États membres le texte final et si tout se passe bien, en novembre cette année, la conférence générale devrait adopter un texte final sur la recommandation. Et c'est là où on va commencer vraiment à mettre en place les différentes stratégies et les autres instruments qui sont nécessaires pour ce transfert vers la science ouverte. Alors, juste pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a dans cette recommandation pour l'instant, donc il y a bien sûr un préambule, après dépôt des objectifs, définition, comme je disais, valeurs fondamentales et principes directeurs de la science ouverte, domaine d'action et aussi quel type de suivi on aura pour cette recommandation. Et d'ailleurs, je peux vous dire que dans cet esprit d'ouverture et de transparence, vous pouvez trouver en libre accès, bien sûr, ce document sur notre site Internet. Et aussi tous les commentaires qu'on a reçus, toutes les contributions qu'on a reçues pour construire la recommandation et aussi tous les commentaires de différents partenaires et aussi de différents gouvernements sur ce premier projet qu'on avait envoyé au mois de septembre. Donc, on essaie vraiment d'avoir une approche très transparente et inclusive dans le développement de cette recommandation. Donc, pour l'instant, la façon dont on a défini la science ouverte, c'est vraiment comme un concept général qui englobe différents mouvements et pratiques qui visent à rendre les connaissances, méthodes, données et les preuves scientifiques librement accessibles à tous, renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations, et aussi ouvrir le processus de création de connaissances scientifiques et leur diffusion auprès des acteurs de la société au-delà de la communauté scientifique institutionnalisée. Donc l'idée, c'est que l'ensemble de résultats scientifiques, surtout bien sûr ceux qui sont produits par la recherche qui est payée par les gouvernements, tous ces ensembles de résultats scientifiques devraient être aussi ouverts que possible et pas plus fermés que nécessaire. Bien sûr, il y a toujours des motifs de sécurité nationale, confidentialité ou protection des données dont on doit tenir compte. Et aussi, il y a parfois des données qui ne peuvent pas être librement mises dans le domaine public
avant qu'il y ait justement des règles sur comment partager ces données un peu particulières. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse partager les connaissances scientifiques à l'échelle la plus vaste possible et qu'on a en même temps la possibilité pour les pays moins développés à accéder aux connaissances des pays plus développés et vice-versa. L'idée, c'est vraiment de partager le savoir et de promouvoir cette collaboration internationale vraiment très intense. En ce qui concerne les différentes valeurs de la science ouverte, on a cité la qualité-intégrité, l'intérêt collectif, l'inclusion, l'équité, la justice. Et en termes de principes, la transparence, la critique, vérifiabilité, l'égalité des chances et d'accès, flexibilité, durabilité, collaboration, participation et l'inclusion, le respect, responsabilité et obligation réditionnelle. Donc, on a vraiment essayé de se baser sur des valeurs et les principes qui devraient être à la base de toute pratique de sciences ouvertes partout dans le monde. Ce qui est intéressant peut-être aussi pour vous, c'est vraiment de voir quels sont les domaines d'action qui ont été identifiés. Et ils vont être un peu changés, hein, parce que maintenant, avec les commentaires qu'on a reçus de nos États membres, on voit que parfois, il y avait aussi d'autres activités et d'autres domaines d'action qu'on devrait mettre en avant aussi. Mais en gros, ça, c'est un peu les priorités. Ça, c'est de promouvoir une définition commune de la science ouverte, avoir un environnement politique favorable à la science ouverte, investir dans les infrastructures et les services de la science ouverte, dans le renforcement des capacités au service de la science ouverte, transformer la culture scientifique parce que c'est très difficile d'adhérer aux pratiques de la science ouverte si, par exemple, les moyens d'évaluation des chercheurs restent les mêmes qu'aujourd'hui. Et pour avoir vraiment de plus en plus d'initiatives en faveur de la science ouverte, en particulier pour les jeunes chercheurs et les jeunes innovateurs qui vraiment ont beaucoup à gagner de cet échange et de cette collaboration scientifique qui se ouvre avec la pratique de la science ouverte. Promouvoir aussi des approches novatrices de la science ouverte donc pendant les différentes étapes du processus scientifique et promouvoir la coopération internationale en matière de science ouverte. Donc, en général, ce qu'on a vu à partir des commentaires de nos pays membres, c'est qu'ils étaient plus ou moins contents avec la recommandation. Il y a bien sûr toujours des petits sujets qui doivent être un peu plus clarifiés ou des activités, des actions qui doivent être un peu clarifiées. Mais en général, on a l'impression que ça devrait constituer la base pour une compréhension globale de ce qui est la science ouverte et comment on met en place la science ouverte dans les différents pays du monde. Donc, juste pour deux mots un peu sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Comme j'ai dit, les États membres sont en train de nous envoyer leurs commentaires et on est en train en fait de les intégrer dans une nouvelle version du texte. Cette nouvelle version du texte va être envoyée aux États membres à la fin du mois de mars. Et après, les États membres vont se réunir entre eux au mois de mai et peut-être même au mois de juillet pour vraiment négocier le texte de la recommandation. Et après, si tout va bien, le texte final sera présenté à la 41e session de la conférence générale pour l'examen et pour l'adoption. Et une fois qu'on a adopté ce texte, on pourra vraiment mettre en place aussi des collaborations entre pays pour mettre en œuvre les différentes provisions et les différentes actions qui se trouvent dans la recommandation. Donc, on espère vraiment que ça va aider les scientifiques autour du monde pour avoir plus d'accès aux données scientifiques, pour avoir plus d'accès à la collaboration équitable aussi et juste, et aussi que ça va donner aussi aux décideurs politiques, surtout les décideurs politiques dans le domaine de la science, technologie et l'innovation, une idée, une espèce de roadmap, de feuille de route sur comment faire la science ouverte
et quelles sont les actions à prendre pour s'assurer que cette science ouverte vraiment peut porter des bénéfices aux scientifiques et aussi à la population dans le sens plus large. Donc, je vais m'arrêter ici et je serai contente aussi de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci, Dr. Perchik, pour cette belle présentation qui nous donne une idée assez plus précise sur ce mouvement, sur cette initiative de la science ouverte. Il y a quelques préoccupations qui ont été énoncées. Il y a un collègue qui dit que comment s'est fait la consultation, parce que certaines universités n'ont pas été informées, n'ont pas été associées à la consultation. Donc, il peut y avoir des informations de terrain, probablement, qui ne vous sont pas parvenues. D'après ce que j'ai compris, vous avez beaucoup plus travaillé avec les États, avec les institutions. C'est cela? Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment, on s'est appuyé sur nos réseaux de l'UNESCO dans les différents pays et aussi on a travaillé avec les commissions nationales de l'UNESCO, avec les délégations ici, avec les instituts qu'on a un peu partout dans le monde et aussi avec nos bureaux hors siège qui sont beaucoup plus proches au système de scientifique dans les différents pays. Donc, il est possible que pas toutes les universités et pas tous les acteurs n'ont peut-être pas pu contribuer à cette recommandation et c'est toujours un peu difficile vraiment de joindre tout le monde. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'en parler de plus en plus. Comme ça, de plus en plus de gens ont conscience que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et après, de construire ce mouvement aussi avec des acteurs supplémentaires et aussi ceux qui n'ont pas eu l'occasion de contribuer maintenant. Il y aura beaucoup d'occasions justement pour faire partie de cette communauté de la science ouverte qui est en train de se créer au niveau global. Mais je vous invite aussi à voir un peu ce qui se passe au niveau africain, au niveau régional. Je pense que ça va être très important pour le futur. Et il y a notamment cette nouvelle plateforme qui est en train de se créer et on a travaillé beaucoup avec eux aussi. C'est cette African Open Science Platform. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, moi, je vous conseille vraiment vivement de voir un peu ce qu'ils sont en train de faire et de faire les connexions avec cette plateforme parce que ça va être vraiment un hub, un pôle sur la science ouverte au niveau régional qui va être très important dans le futur aussi. OK. Professeur Zoé? Oui, Oui, avant de passer au professeur Lumela, j'aimerais rebondir un peu sur l'intervention de Dr. Perchik. Effectivement, je confirme l'existence de cette plateforme, African Open Science Platform. Nous avons, nous, en tant qu'organisme de financement de la recherche, un réseau africain, donc piloté par la National Research Foundation d'Afrique du Sud. Voilà, et donc le PASRES est membre actif, n'est-ce pas, de ce réseau. Et voilà, et donc nous avons, nous, un représentant au niveau donc, des échanges de cette plateforme. Alors, mais effectivement, comme les chercheurs l'ont soulevé, il y a la nécessité de vulgariser ces concepts. Vous voyez, nous, ce que nous avons constaté en tant que financiers, c'est que nos collègues d'Afrique anglophone sont un peu plus en avance que nous sur ces concepts. Vous voyez, et donc il y a nécessité donc d'élargir le débat. Et c'est pour ça que nous avons prévu donc d'organiser un grand séminaire en Côte d'Ivoire sur le concept d'Open Science. Voilà, donc le PASRES et le FONSCI ont prévu d'organiser, donc notre conseil d'administration a déjà validé. Et donc, les ressources prévues pour l'organisation de ces séminaires sont déjà disponibles. Et je crois que nous aurons besoin de vous, Dr. Perchik, voilà, pour nous aider. Maintenant, sur le plan technique, voilà, il y a un chercheur
j'en profite, hein, je vais laisser la parole. Oui, LG, bien sûr. Voilà, au professeur Zoué. C'est un jeune chercheur, comme nous sommes au stade des questions, qui a posé une question. Il dit, mais comment avec la science ouverte, est-ce que le chercheur ne peut pas sortir perdant car ses publications sont en accès libre? Voilà. Je crois que c'est une question très, très pertinente. Hein. C'est la question qui nous revient tout le temps. Parce qu'il y a justement les chercheurs qui ne voient pas encore quel est le bénéfice de partager leur savoir, si ce n'est pas dans le contexte traditionnel de la science un peu plus fermée. Alors, ce qu'on voit justement, c'est que avec la science ouverte, mais c'est pour ça aussi qu'on a dit qu'il faut en même temps aussi transformer un peu tout ce qui est financement de la recherche et la manière dont les scientifiques sont évalués. Donc, si on utilise le système d'évaluation des chercheurs qui est basé sur impact factor, etc., bien sûr, les jeunes chercheurs ne sont pas du tout menés à mettre leurs résultats en domaine public. Mais de plus en plus, il y a des fondations qui, en fait, demandent et qui vont donner les financements justement pour la science ouverte. Donc, les fonds seront là, en place, pour justement soutenir les scientifiques dans leur démarche aussi de la science ouverte. Et de plus en plus, si on a de plus en plus de chercheurs qui sont en train de partager, alors là, le bénéfice devient un peu plus clair, surtout si en plus il y a des initiatives pour soutenir ces pratiques de science ouverte. Je ne sais pas si vous avez vu ou suivi un petit peu ce qui se passe en Europe en ce moment, mais on a la Commission européenne qui est vraiment une partie très prenante de la science ouverte. Et eux, ils ont justement mis en place tout un système qui maintenant est là pour soutenir leurs chercheurs à publier et aussi à faire leurs recherches de manière plus ouverte qu'avant. Donc, il y aura certainement une période de transition, mais de plus en plus, on voit des publications en accès ouvert et de plus en plus, on voit aussi des grands journaux qui sont en train d'ouvrir leurs articles en libre accès. Et on l'a vu surtout maintenant avec le Covid, le coronavirus, le numéro et le nombre de publications qui étaient en accès libre, il était beaucoup, beaucoup plus élevé que d'habitude. Donc, on voit qu'en fait, il y a intérêt à ouvrir ces données parce que la recherche va beaucoup plus rapidement, parce que comme ça, on ne doit pas attendre très longtemps pour pouvoir voir que quelqu'un a déjà fait ce qu'on voulait faire. On peut aussi avoir la possibilité de voir les recherches qui n'ont pas forcément abouti à des résultats positifs. Et comme ça, on ne doit pas refaire les mêmes erreurs. Donc, l'idée, c'est vraiment dans l'efficacité de processus scientifiques, dans cette ouverture qui, à la fin, devrait être bénéfique pour tous les parties prenantes. Mais bien sûr, il faut y avoir un système en place qui permet aux scientifiques de faire et un savoir-faire aussi dans tout ce qui est science ouverte. Et c'est ça aussi, au niveau de renforcement de capacité, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister. Et ce n'est pas seulement en Afrique, c'est vraiment un peu partout dans le monde. On a besoin de faire cette vulgarisation, comme vous avez dit, aussi de renforcer les capacités dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Dr. Perchik. Nous allons revenir tout à l'heure à la science ouverte, qui est un mouvement qui suscite beaucoup d'intérêt. Je vais revenir, par exemple, sur la question des frais de publication. Je pense que ça fait partie de ce grand mouvement. Il y a certes le partage des données scientifiques acquises. Il y a aussi la mise à disposition des logiciels d'application spécifiques sur des plateformes. Mais je vais aller vers professeur Nyemela
pour une question. Professeur Nyemela, I have a question from a participant for you. The question is about the possibility for ICTP to delocalize its activities. I saw that ICTP has a number of external research labs. One of the barrier of ICTP welcoming more scientists is the flight cost, the accommodation cost. Is it an idea to strengthen capacities in regional, African regional countries in terms of applied physics, in terms of even theoretical physics? I think the access for the scientists will be easier to fly from Ivory Coast to Senegal, or from Ivory Coast to Ouagadougou, for example, than flying from Lomé to Venice and Trieste. Do you have some initiatives in this direction? Yeah, we do. You said quite a bit there about what we have. By the way, it's not always easier, it's not always cheaper to fly within Africa. I've known people that have flown from Senegal to Paris and back down to Ghana, for instance. So it depends on the cost. But yeah, so that was the idea when I showed a map of the world and so the external activities. But some of the things I showed 4 centers. So there's just one right now in Africa. So that's a partner institute, which is also Category 2 UNESCO center, and we put a lot of effort in that. So that's also a place where these trainings can happen. But besides that, there's a possibility, again, as I said, of scientific networks. I saw a comment about ANSOLE, so that was one of a very important network. I think it's now discontinued on the ICTP side, and maybe I can answer that later. But anyway, there's many networks. There's affiliated centers. So these are laboratories where we help support students. It's usually people though. And I want to say that the equipment, there is some equipment that goes through the affiliated centers, but most of that equipment, now we work directly with WAS. Sorry, it's my American accent. I can just feel it. But also with the various activities that happen in Africa, and then again, there's many activities that happen outside of Trieste where we support them, where Trieste scientists go to them to lecture, or we help support European or American scientists or scientists from other places to go, for instance, in Africa. So all these things taken together help that issue. But the regional centers, these partner institutes, where the idea was to delocalize and to spread ICTP around in various parts of the world to help with exactly that idea, that it's not everybody can come to Trieste, but if we set up centers of excellence and with UNESCO, we can also try to recreate what we have here in Trieste. So that was the idea. Yeah, so that's the future. Yeah, I remember that ICTP supported a workshop in Cape Coast on optical tweezers. Can you say something about supporting workshop and some specific activities in African countries as well? How does it work? Yeah, well, no, it works the same for all developing countries around the world. But yeah, the optical tweezer activity is actually mine that you mentioned. That came from Professor Alate, the late Professor Alate, and we decided to do something very hands-on. That was actually, I like that activity. But yeah, so what we have at ICTP, I can put some things in the chat maybe, as the Office of External Activities, OEA. That's the place to come. So that website I gave really has everything within it. So you have to look for programs. But the Office of External Activities does exactly what that implies. So that's where you give a proposal for an activity, a workshop, a school that you organize in Africa.
And we support lots of those. That was just one example, but we support many more. Some of our scientific calendar activities we moved to Africa. Besides ICDP also is involved in other international programs like the African School on Fundamental Physics, where CERN, Ames, and ICDP and others join forces. So anyway, there are a lot of opportunities, but from ICDP's point, you should come to the Office of External Activities if you want to actually run your own activity and ask for funding for that. Yeah, okay. Yeah, I was also lucky to be one of the grantees of the International Science Program from Uppsala University, and the strategy is to support some lab in developing countries for a while, 3 years, 6 years, 9 years. They want to make sure that you are strong enough and having some strong partnership around the world and be able to welcome some scientists from your region before leaving the support. Is it something that ICTP can do? I know, for example, I was also lucky to be a grantee of the TWAS, and I got some equipment from the TWAS, and now some African scientists, researchers are coming to my lab for trainings of using specific equipment. Maybe ICTP can have some initiatives in this direction as well. Yeah, that's right, and I think that's where we work with TWAS. You were, as I said, you were one of the examples of somebody who wrote a great proposal, which really stood out. But I think you also, I know Fatou, you also know, who I mentioned in my talk. And so that idea for ICDP, for UNESCO in general, is very important. It's not, we don't do things nationally because UNESCO is made up of many member states. You need to involve, you need to think regionally and help the region to develop. Although things happen in a particular country, you need to think regionally and try to help create these, that's the idea of the networks, of bringing scientists from neighboring countries interested in the same physics, but also bringing scientists from neighboring countries to a laboratory that may be in Cote d'Ivoire, maybe in Ghana or Senegal, but others are coming. So anyway, I think the Swedish, you mentioned the organization in Uppsala. The other one is the Swedish International Development Cooperation Fund. Maybe I got that backwards, SIDA. And that actually supports the TWAS programs. That's where that money is coming from. And by the way, I saw some other questions in the normal chat. So I would like to say that if you go to the TWAS site, you'll see and look for research grants. You'll find the applications are now open. The deadline is 14 April, so you have until 14 April. Somebody mentioned that there's very few words allowed, but and again, this is the chance to really condense your ideas. Exactly. And you want to make it clear what the overall goal is, and where it. And if you mentioned how it fits in with sustainable development goals, et cetera, we have very few physics proposals. And now that's what I'd like to mention to this audience, especially, is that in biology and chemistry, they have many proposals. In physics, we're actually light. We need more proposals. 2 years ago, we actually had to give away funds because we did not have enough proposals to fund. So at any rate, I would like to encourage people in physics, especially, to apply to TWAS because we need that proposal pressure. And the more pressure we have, the more money comes in. That's the way it works. So at any rate, that deadline is 14 April, but it really pays to pay attention to explaining. And again, remember, there are people on the panel who are not specialists. That's why I said, you really have to make this a general discussion. It doesn't mean you discard the details, but you don't open up with the details. Keep it general and make sure people understand exactly what you want to do, like you did. So anyway,
Yeah, I think that was the main point I wanted to make, is there's that deadline coming, and it's Thank still you. a ways away. Thank you very much. We go back to the open science. Il y a un participant qui demande comment la société civile peut être actrice de la science ouverte. Super, c'est une belle question. Et en fait, on a toute une partie de engagement de la société civile, et ça peut aller de tout ce qui est ce mouvement de science citoyenne, où vraiment c'est les citoyens qui contribuent avec leurs observations, avec leurs données à la recherche scientifique aussi. Il y a aussi tout ce qui est science volontaire. Ça, c'est aussi un mouvement qui commence un peu à se répandre un peu partout dans le monde. En Amérique latine, on a vraiment beaucoup de ce petit réseau de volontaires qui sont là et qui s'engagent aussi à produire des observations, des données sur les plateformes qui sont partagées pour travailler ensemble avec les scientifiques sur des questions qui sont très souvent très liées à ce qui se passe dans leur environnement pour résoudre certains problématiques locales. Et donc, en fait, les citoyens ou les communautés locales sont très bien positionnés pour accueillir des données et aussi faire partie de processus scientifiques. Bien sûr, ça dépend des différentes disciplines. On ne pourra pas forcément engager la société civile dans toutes les disciplines et dans toutes les recherches qui sont menées, mais il y a vraiment beaucoup de cas où cette approche participative, comme on l'appelle, avec la société civile, nous donne des résultats qui sont beaucoup plus forts que seulement les données qu'on pourrait avoir comme scientifique. Et encore une fois, je pense que cette pandémie, il y avait beaucoup d'effets négatifs, mais il y avait quelques-uns de positifs. Et c'est vrai que ça nous a montré vraiment la force de la société civile aussi en tout ce qui concerne la possibilité d'avoir des données supplémentaires pour renforcer la recherche et pour renforcer le savoir qu'on a sur certaines problématiques et certaines innovations pour le venir. Merci. Est-ce que le cloud computing fait partie de ce mouvement également? La possibilité Oui, en général, oui. Encore une fois, moi, je ne suis pas experte, surtout pas dans le cloud computing, mais c'est l'idée, c'est-à-dire d'un espace partagé où les collaborations se mènent. Donc, on l'avait vu justement avec tout ce qui est initiative sur le cloud au niveau régional. Et maintenant, il y a même une initiative au niveau global de Global Open Science Cloud, où l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et de travailler dans ces espaces partagés digital. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui en fait partie, à évoluer et à voir un peu aussi par rapport à ce qui est la compétence, les compétences et aussi certaines règles en ce qui concerne l'accès et le partage de données dans le cloud computing. Merci beaucoup. SG, est-ce que vous avez... À ce stade, non, c'est bon. Il y a, pour le professeur Nimele, mais je pense que tu as quand même déjà abordé le sujet, hein. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de participants souhaiteraient comment bénéficier d'appui sous forme de bourse de mobilité ou d'appui à l'équipement. Donc, il n'y a pas de ICTP or choice, mais je pense que tu as déjà abordé la question. Voilà. Et il y a... Ah, ouais. Vas-y, allez-y. Non, pas. Je voulais juste, et c'est pas pour... c'est juste parce que on a de la chance dans ma section. On a aussi notre programme qu'on a avec L'Oréal. Je ne sais pas si vous avez entendu L'Oréal UNESCO pour les femmes en sciences. Oui. Excellent programme. Voilà. Ouais.
Donc, dans ce contexte-là aussi, il y a un programme de bourses. Donc, pour toutes les femmes scientifiques qui sont avec nous aujourd'hui, moi, je voudrais aussi vous inviter à voir la possibilité d'avoir les bourses à travers ce programme-là. Et il y a maintenant un programme particulier pour l'Afrique. Je crois que c'est 20 bourses par an, avec un réseau après des bourses, des gens qui ont profité, qui est vraiment très intéressant. Donc, voilà. Alors, est-ce que dans oui, SG, allez-y. Non, non. On ne vous entend pas. Votre micro est coupé. Ouais. OK. Ça va là? C'est mieux là? Oui, c'est pas. I think ICTP supported Ansole from 2011 to 2015. ICTP has been even a co-founder of Ansole. I remember I traveled with Professor Johnny Miller from Trieste to Linz 10 years ago, and we have online Professor Daniel who can maybe also share his experience working with ICTP as well. But the question is, why did ICTP stop to support Ansole? Okay. Okay, so I'll take that one. By the way, that was a really interesting trip because it was an American, somebody from Cote d'Ivoire, and an Italian that all drove together through the mountains. When we stopped, it caused a lot of conversations. Okay, so yeah. To answer your question, probably the easiest one is with 3 words. I don't know. No, but I think, honestly, not all programs last, but I believe there's somebody watching over that program at ICDP. Now that person may have changed, may have lost interest, or maybe there's not a renewal put in for the program. Certainly, and I have a feeling that there is some combination of all those things, but it's not impossible to get support and have ICDP continue to support Ansole. To me, Ansole was a wonderful initiative. I know when we met in Linz, having the backing of everybody that was there made it a very important one. So I think it's something. Maybe Danielle is here. I saw him here. He could actually add some details to that because, I have been out of ICDP for about 4 years. I've been out of that office. So I'm not sure of all the details, but these things don't last forever. I'll say that just off the bat. Sometimes ICDP's funds go to creating new networks, new centers when the ones we created seem to be taking off on their own. I can't really give you a definitive answer of why, if there was a sudden cutoff, why there was. Was there a sudden cutoff? Maybe that's a question. Or did it dwindle and just fade away? Thank you very much. I would like to go back to the open science topic. L'année dernière, j'ai eu le privilège de participer à un programme dénommé Harnessing Data Science for Health Discovery and Innovation. Est-ce que dans vos initiatives, vous envisagez par exemple de soutenir des programmes qui vont démontrer la puissance de la science ouverte au travers de certaines thématiques comme celle-là, où l'objectif était de montrer que avec la science des données et les données existantes dans nos pays, données sous forme de génome, données sous forme de record des patients, etc., il était possible d'adresser des questions spécifiques sur les causes de diabète, sur les causes de faire avancer la connaissance
au niveau de la médecine, sur certaines pathologies, sur la particularité de certaines pathologies. Je pense qu'une façon de promouvoir ce mouvement serait aussi probablement de soutenir des initiatives spécifiques qui montrent la force, qui montrent la puissance de cette initiative, de ce mouvement. Oui, tout à fait. Je pense qu'il il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont vraiment très, très bien et qui montrent bien quels sont les bénéfices de la science ouverte. Bien sûr, après, ça va être un petit peu des différentes thématiques, de liens de ces thématiques avec les différentes organisations des Nations Unies. Pour l'instant, moi, je dirais, dans notre cas, dans le cas de l'UNESCO, on essaie vraiment de promouvoir cette idée de la science ouverte comme quelque chose qui devrait vraiment se faire dans le futur, qui se fait déjà, mais où on voudrait vraiment que ça devienne un peu la norme et qu'on donne des normes et des standards sur comment il faut le faire correctement. Après, moi, je vois des initiatives sur tout ce qui est lié un peu à la santé, à la médecine, avec des initiatives qui sont menées, qui sont soutenues par l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Et ils ont déjà un fonds, et ils ont déjà des initiatives pour soutenir des initiatives de ce genre. De notre côté, on va aussi trouver des moyens pour soutenir certaines initiatives sur les thématiques qui sont très près de ce que fait l'UNESCO. Et de manière plus générale, je pense que l'UNESCO va s'investir vraiment en tout ce qui est renforcement des capacités, vulgarisation des connaissances pour que les gens puissent comprendre ce que c'est la science ouverte, qui doit faire quoi et pourquoi, et qu'on n'a pas des surprises justement dans la pratique de la science ouverte. Après, pour les initiatives spécifiques, ça va être les différentes agences des Nations Unies et aussi au niveau de l'UNESCO, les différents départements de l'UNESCO qui peuvent aussi soutenir de manière spécifique certaines initiatives. En sachant que nous, on n'est pas une agence pour le financement de la recherche. Malheureusement, on voudrait bien, mais voilà, on peut toujours donner un peu de... On aimerait bien vous voir dans ce secteur également. Mais nous aussi, mais voilà, ça ne va pas se faire pour l'instant, c'est sûr. Il me semble qu'il nous reste 5 minutes. Peut-être que nous allons donner respectivement la parole aux deux conférenciers du jour. Et puis ensuite, le secrétaire général va conclure notre webinaire d'aujourd'hui. So, Professor Nyemela, we are moving to the end of our webinar. Maybe a short summary or some facts about what you have said today about closing the gap in STIC, and then Dr. Persich will also add some words before the General Secretary conclusion words. Okay, well, thank you very much. First of all, thank you for the invitation, Jeremy, and also Yasmina and everybody else. So I think basically my point was ICDP and QUAS in particular are really working to create scientists, not only to reproduce the science, but also to help, I shouldn't say create, we do that with students, but to reinforce scientific careers, to make sure that scientists that stay in Africa, in Cote d'Ivoire, in Ghana, Senegal, wherever they may be, are able to really do that science and have some of the tools they need to do that. So we lend a hand, and our programs are really designed with that in mind. It's really directed at individuals more than institutions. So really, we know that the national policies, the regional policies that are in place, what we try to do is pick up on the scientists that are working in those institutions and try to reinforce their careers, reinforce their research, if they have students, to help their students develop, and so keep students in the pipeline, keep the established researchers publishing, if that's what it takes, just remaining at the forefront. So that's basically
all we really do, keep scientists engaged at an international level, no matter where they are. Some of the other, we have a lot of initiatives in applied physics, et cetera, that really operate at a local level. And we also have things that are very esoteric in particle physics, which really don't have projects, which are sort of local projects, but are really connecting scientists in Côte d'Ivoire with scientists in Paris, scientists in England, and scientists in America, et cetera. So it's all one global, international science. And I guess I would close with the words of Abdus Salam, which is really the science is the universal language of mankind. It's really something we all speak. It's actually is a language, science is. But it's one that there's only one science. And so we all are participating, but that does not mean that there's only one way to look at things. And for me, with all my years at ICDP, what really struck me was that, this is really, I can say it's a two-way street, but it's, there are many ways, because the language is the same, but the perspective changes. And it's not true that science is not affected by culture and society. It really is. But that affects your sort of worldview and the way you approach a problem. And sometimes for difficult problems where we've been stuck for years, my problem, turbulence, is one of those where there is no solution yet. Sometimes it's not brute force that gets you there. It's just a creative way of looking at the problem from a different angle. And sometimes that answer may come from Côte d'Ivoire. It may come from anywhere in Africa or anywhere else in the world. So that's what we need. We need all the scientists everywhere in the world really participating at an international level on those problems that are currently unsolved or problems that are very important for the societal challenges we have. So anyway, that's my message. And we're happy to help in every way that we possibly can. Thank you very much, Professor Nyemela. I can see a lot of interest from some of our young scientists as well as senior scientists regarding ICTP and TWAS activities. We have seen a lot of questions. I would just want to tell them that they can keep in touch with you for specific interests, and I know that you will be more than happy to address the question. Absolutely. You have my email address. It's just my last name @icdp.it. Really, send me a message. I'll be happy to interact with anybody that has a question, maybe some that didn't get answered with the letter, et cetera. Any question you have, you can just send it to me. If I can't answer it, I'll send it to the right person. Donc, ceux qui sont intéressés, tout à l'heure, je pourrais vous communiquer l'adresse email de professeur Nyemela qui pourra répondre à certaines des questions qui n'ont pas pu être adressées ce soir. Donc, nous allons passer la parole à Dr. Persich pour son mot de fin également avant the closing word from the General Secretary. Merci beaucoup et encore une fois, merci pour l'invitation. On est vraiment très content d'être là avec professeur Nyemela. On s'était coordonné pour cette présentation avec grand plaisir. Et c'est très bien de voir tout l'intérêt des participants, les questions très pertinentes. Moi, je pense que ça nous encourage de travailler davantage sur ces problématiques, de faire cette vulgarisation, de faire comprendre aux gens et aux scientifiques en particulier quelles sont les possibilités qu'ils ont pour justement travailler avec les autres dans des conditions internationales, comme disait le professeur Nyemela, mais aussi comment travailler de façon un peu plus ouverte, qui est vraiment se pencher sur les problématiques qu'on doit résoudre plutôt que sur où est-ce qu'on va publier, comment on va faire et qui va bénéficier de manière économique de ce qu'on fait. Je pense que les scientifiques et la science, vraiment de base, c'est quelque chose de très collaboratif. On ne peut pas le faire tout seul. Et on s'est trouvé maintenant dans un système qui est un peu bizarre en fait. C'était pas comme ça que la science a été née. Et donc on essaie un peu de revenir peut-être en arrière
et de remettre les choses à leur place. Aussi parce qu'il y a tellement de savoir partout dans le monde. Il y a tellement de possibilités de travailler ensemble et d'avancer plus rapidement ensemble, comme disait aussi le professeur Niemela. C'est vraiment dommage de perdre cette possibilité, surtout maintenant dans ce monde connecté. On peut vraiment faire beaucoup plus et on essaie aussi avec la science ouverte d'aider la science et les scientifiques à travailler mieux, à travailler ensemble et aussi à nous aider à résoudre ces problèmes dans lesquels on vit dans ce monde très, très connecté. Bien sûr, comme on disait, c'est un monde en évolution. On essaie de trouver un modèle qui marche mieux. On essaie vraiment de réduire ces écarts de sciences, technologies, innovation qui existent entre les différents pays. Mais même au sein des mêmes pays, il y a des énormes différences d'accès, de possibilités d'utiliser l'information scientifique. Et dans le contexte des droits humains, dans le contexte vraiment de la science comme un bien commun, il faut aller au-delà. Il faut vraiment que la science redevienne la science et qu'on puisse en bénéficier en totalité de notre population humaine et mondiale. Et je serais vraiment ravie de savoir vos plans pour ce séminaire sur la science ouverte. On sera là si vous avez besoin d'aide ou de participation. On voudrait bien rester en contact avec vous et aider si on peut aider dans votre démarche particulière vers la science ouverte. Merci infiniment. Avant de passer la parole au secrétaire général pour nos participants qui probablement se joignent à nous pour la première fois pour les mardis du FONSTI, je voudrais dire combien le SG, le docteur Yaya Sangaré, s'est battu pour que sur le plan national, nous ayons un fonds qui finance la recherche. Nous qui avons commencé 30 ans en arrière et qui avons monté des labos avec des aiguilles et des marteaux, nous pouvons apprécier à sa juste valeur l'existence en Côte d'Ivoire d'un fonds comme celui-là qui peut à la fois promouvoir la recherche fondamentale, la recherche appliquée et même l'innovation dans les secteurs privés. Docteur Yaya Sangaré, SG, le mot de fin peut-être. Et je voudrais dire aussi qu'il va certainement parler de la première session de l'appel à projet du FONSTI qui a été lancé il y a quelques jours de ça. D'accord. Merci, professeur, pour ces mots gentils. Pour le professeur Niemela, thank you, professor, for your excellent communication and for giving us information and opportunities related to ICTP and TWICE. Thank you, professor. You're welcome. Alors, Madame Persis, merci à vous également pour votre brillante communication et pour vos éclairages sur le concept de science ouverte. Comme je vous l'ai dit, je participe activement aux travaux de l'African Open Science Platform avec mes collègues d'Afrique du Sud. Et je dis que c'est un concept important. Et il est important aussi que le continent africain s'approprie, notamment nous, les francophones, on s'approprie ces concepts parce que nos amis du Kenya, d'Afrique du Sud, d'Ouganda sont relativement en avance, n'est-ce pas? Et il est important qu'on ne rate pas, qu'on ne soit pas largué, vous voyez, dans cette nouvelle dynamique enclenchée. Alors, je voudrais dire également que nous sommes ouverts, le réseau des Science Granting Council in Africa, nous sommes très ouverts, nous sommes ouverts pour relayer toutes les informations concernant le prix UNESCO L'Oréal pour les femmes scientifiques. Nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous passerons FONSTI. Chaque année, nous décernons donc les prix aux meilleures jeunes filles scientifiques de Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc nous comprenons donc l'importance de valoriser la moitié de notre potentiel humain, si nous voulons vraiment aller de l'avant. Voilà.
Donc, je voudrais vraiment merci. Alors, grand merci également à tous les participants. Hein, vous voyez, surtout pour leurs efforts en anglais. Nous sommes un pays francophone. Nous ne sommes pas très bons en anglais. Ce n'est pas la langue de travail de tous les jours. Et vraiment, je voulais remercier les participants qui ont fait des efforts pour écouter le professeur Nimela. Et donc, voilà. Et donc, je remercie tous ces participants pour leurs efforts, leur patience et leur intérêt. Merci aussi à Mademoiselle Touré, la cheville ouvrière, qui a permis l'organisation de ces webinaires. Alors, professeur Zoué, je vais vous laisser le mot de clôture parce que c'est grâce à vous, comme je l'ai dit en introduction, que nous avons pu bénéficier, n'est-ce pas, de la communication de ces personnalités de très grande valeur. Voilà. Nous sommes très heureux voilà, d'avoir échangé avec le professeur Nimela. Et vous m'avez donné l'opportunité de rencontrer aussi Mme Persis, parce qu'il y a une de mes collaboratrices, Dr Ouattara, qui travaille dans les réseaux sur des sciences ouvertes, qui va beaucoup parler de vous. Voilà. Aujourd'hui, grâce au professeur Zoué, je vous rencontre. Voilà, nous allons travailler avec vous pour l'organisation de ces séminaires importants sur la science ouverte. Et nous ne serons pas seuls. Je serai avec mes collègues d'Afrique du Sud et puis d'autres bailleurs de fonds de la science en Afrique. Voilà. Donc, professeur Zoué, je m'arrête là. Merci, SG. Merci je vous donne le mot de clôture. Ben, c'est un honneur. Je voudrais dire à tous nos participants que l'initiative de la science ouverte, aussi bien que les initiatives de ICTP et de TWAS, sont des opportunités importantes à saisir. J'ai mis en ligne les sites du TWAS et du ICTP. Vous allez trouver là-bas beaucoup de ressources, beaucoup d'opportunités, à la fois pour les financements de vos recherches, mais aussi pour les visites des laboratoires du sud vers le nord ou du nord vers le sud. Si vous avez des partenaires à inviter, il existe des financements pour cela. Et je vous encourage vraiment à tirer profit de l'ensemble des informations qui ont été communiquées aujourd'hui par nos deux conférenciers et de garder le contact avec eux pour vos recherches. Merci infiniment pour votre patience, merci pour votre participation et je voudrais encourager tous ceux qui se joignent à cette initiative des mardis des FONSI d'être présents à au prochain webinaire qui aura lieu le 30 mars prochain. Merci encore et bonne soirée à tous. Miss Touré. Merci, professeur. Merci, docteur Perchik. Merci, professeur Niemela. Merci, professeur Zoué. Et puis, bon, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous. Merci, docteur Sangaré également. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.